Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. C'est le pianiste Nicolas Stavi qui vient aujourd'hui nous parler d'un compositeur fascinant mais quelque peu méconnu des Français. Il s'agit du compositeur russe d'origine allemande Alfred Schnittke. Alfred Schnittke, dont on peut découvrir les œuvres piano grâce au travail de Nicolas Stavi, qui vient de sortir un disque et dont il est venu nous parler aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Eh bien, Alfred Schnittke, comme je le disais, il est souvent présenté comme un compositeur majeur du XXe siècle et pourtant, il est quand même méconnu, en tout cas du grand public. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors ça, il y a les hasards, je dirais, Oui. des renommées, Oui. des modes, etc. Mais il y a aussi les pays. Oui. Et les cultures. Là, En ce sont France- les grands continents qui s'affrontent, en fait. Absolument. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'en France, et c'est en train de changer, heureusement, alors peut-être parce que je fais partie de ces artistes qui veulent un petit peu renouveler, redynamiser, apporter un peu de fraîcheur quelque part et de renouveau, voilà, de variété. En effet, Alfred Schnittke, c'est vraiment... On le dit à l'échelle internationale, il est vraiment connu en fait dans le monde entier, un peu moins en France, vous le disiez, et c'est vrai, mais en Allemagne c'est une star, c'est vraiment la grande figure, disons, russe, Oui. après, dans la génération qui suit celle de Shostakovich, donc vraiment vraiment la deuxième moitié Oui. du XXe siècle. Et donc, quelle lignée aussi. Absolument. Oui. Absolument. Alors, il est joué vraiment partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en effet moins en France, et particulièrement pas, et de façon assez étonnante, son répertoire pour piano, qui pour le coup est relativement vaste. Il y a un peu plus de 2 heures de musique, donc de quoi faire 2 disques pour faire vraiment l'intégrale. Et il a assez peu diffusé le répertoire pour piano parce qu'il considérait que le piano était sans doute un instrument trop restreint. Il aimait les grandes formes, il aimait beaucoup l'orchestre, il aimait beaucoup la voix, mais la voix non pas tant soliste que chœur. Il a beaucoup composé pour chœur. Oui, mais là, on retrouve la Russie aussi. Absolument, absolument, la grandeur. Mais donc la Russie et l'Allemagne en même temps. C'est donc un compositeur qui se définissait comme russe sans une goutte de sang russe. Ses origines sont germaniques. Il est né en Russie. Mais il est vraiment d'origine profondément germanique. Et on entend dans sa musique c'est la dualité de ces deux cultures. Il faut dire aussi qu'on est en plein ère soviétique. Absolument, oui, tout à fait, avec cet enfermement dont il a évidemment beaucoup pâti, qu'il a vraiment subi de plein fouet. Alors peut-être moins que Shostakovich, dont il était très proche. Il a travaillé avec Shostakovich, ils étaient très très proches, ils s'admiraient mutuellement beaucoup. Et quelque part, cette personnalité extrêmement forte a été censurée comme Shostakovich, comme beaucoup d'autres. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de sa musique, cette espèce de tension, parce que ce qui caractérise sa musique, c'est vraiment, je dirais, l'intensité, les tensions, la force intérieure, l'expressivité. C'est une musique dans laquelle il n'y a rien de tiède. C'est très contrasté. Il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup d'oppression. Mais une oppression, je dirais, si par exemple, pour la comparer avec celle de Shostakovich, qui ressentait une vraie oppression d'un système, d'un environnement de vie. Chez Schnittke, c'est peut-être plus le mal-être de l'individu. C'est une musique qui parle à la première personne. C'est devenu très rare au XXe siècle. L'expressionnisme a été quelque chose qui se dirige vers l'autre. L'intériorité de la première personne, qui était celle des grands maîtres allemands du XVIIIe, à commencer par Beethoven, qui était vraiment le jeu, la première personne très importante, et puis qui s'est beaucoup développée, qui a été jusqu'à Mahler, où cette question vraiment de l'individu et d'une musique qui parle à la première personne, Mahler est très fort, et Schnittke était un grand, était fou de Mahler, comme Shostakovich. Et c'est un des compositeurs, je trouve, de la fin du XXe siècle qui parle de cette façon à la première personne, avec toute la
question de l'individu, toute l'intensité, toute la souffrance, mais les joies aussi. Et c'est en ça une musique incroyablement contrastée, à la fois parfois de désolation, mais en même temps de passion, voire de rage par moments. C'est une musique pleine de vie. Alors, il est célèbre pour ce qu'on appelle le polystylisme. Ça peut paraître abstrait. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer de façon simple à ceux qui nous écoutent ? Alors, le polystylisme, c'est en fait d'écrire, donc poly, c'est plusieurs, stylisme, c'est le style, donc c'est plusieurs styles au sein d'une même œuvre. Il y a des compositeurs, d'ailleurs Schnittke lui-même, dans ce disque, j'ai choisi justement ce premier volume composé d'œuvres qui ont 3 formes de langage complètement différents. Des œuvres vraiment post-romantiques, dans un langage totalement tonal, des œuvres presque abstraites qui sont très tardives, très impressionnantes, et des œuvres du milieu qui sont en effet polystylistes, c'est-à-dire qu'elles utilisent au sein d'une même œuvre 3 styles d'écriture, c'est-à-dire les styles anciens, baroque, classique, complètement dans la tonalité, avec au contraire des utilisations de clusters, c'est-à-dire d'accords extrêmement dissonants. Et ce sont ces ruptures finalement qui marquent une des singularités de Schnittke, et donc qu'on a appelé le polystylisme. C'est un terme qui n'existait pas en tant que tel. On a parlé tout à l'heure de l'individu, mais est-ce que vous, en tant que musicien, vous vous souvenez de votre première rencontre avec l'une de ses œuvres et avec lui, au fond ? Oui, c'était l'œuvre pour chœur. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Alors, un petit peu par hasard, je me suis toujours énormément intéressé à la musique russe. C'est vraiment indépendant de mon répertoire, en tout cas depuis une dizaine d'années. Et il y a eu une série de disques. Voilà, et tout à fait. Et ce disque s'inscrit justement dans la continuité de ces projets. C'était mon précédent, un des vraiment grands projets de ces dernières années, qui était la création de la 14e symphonie de Shostakovich, dans une version que j'ai redécouverte, qui était vraiment conservée dans les archives, dans cette version étonnante pour piano que j'ai créée à la Philharmonie de Paris il y a 3 ans. Et donc ce disque s'inscrit dans la continuité un petit peu de ces à la fois recherche et projet, avec un autre compositeur encore bien moins connu que Schnittke, qui s'appelle Tichenko, qui est un compositeur fascinant. Et donc j'ai depuis mon enfance en fait été profondément bouleversé par cette musique qui est celle d'un moi qui me parle un petit peu de mon enfance, de mon histoire, qui est mes grands-parents, arrière-grands-parents sont d'origine slave, en Russie, mais aussi en Pologne, en Roumanie, et ils ont tous été décimés pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes mes origines du côté de mon père étaient des juifs, donc et quelque part, c'est une musique qui me parle vraiment de façon incroyablement intime, de façon presque comme une langue maternelle. C'est une musique qui exprime en fait cette part de l'histoire, et c'est ça qui me bouleverse complètement. Et je trouve que Schnittke est vraiment la figure à la fin du XXe siècle qui poursuit ce langage-là, cette voix-là. Et quand j'ai découvert assez récemment l'œuvre pour piano, j'ai été absolument fasciné, parce que je ne savais pas qu'un compositeur avait encore, à la toute fin du XXe siècle, nourri son univers à travers des œuvres pour piano qui sous-entendent ça, qui parlent de ça, parce que la musique, c'est évidemment séparé de la question du sens, mais ce sous-entendu émotionnel extrêmement puissant dans cette musique, il m'a complètement non seulement parlé, mais vraiment bouleversé. Donc j'ai voulu vraiment le partager avec le public, le jouer, le faire connaître, parce qu'il me semble que c'est immense. Et moi, à titre personnel, qui ai aussi des liens avec cette partie-là du monde, c'est le fait de savoir qu'on a quelqu'un qui est issu de la Russie soviétique, avec un rapport proche avec l'Allemagne, qui a vécu la censure. Tout ça ne peut pas ne pas être transcrit et perpétué dans l'œuvre qu'on écrit. C'est pas possible de passer outre une telle histoire, en fait. Non,
absolument. Oui. Non, tout à fait. Et ben, surtout quand justement, quand ça nourrit quelque part une œuvre. Oui. Parce qu'il y a des compositeurs qui ont été sujets à cette vie-là, mais qui ont écrit une œuvre presque étrangère à ça. Oui. Et il y a quelques artistes, mais finalement peut-être pas la majorité, de façon presque surprenante, parce que un artiste accouche quelque part d'une œuvre qui est ce qu'il est. Oui. Mais finalement, il y a à la fois, je dirais, dans la peinture, la littérature et la musique, des artistes qui parfois font surgir ça, parfois pas. Oui. Voilà. Et techniquement, alors, et même intérieurement, qu'est-ce que cette musique vous demande, à vous, le pianiste, je dirais même le technicien pianiste, en fait, et puis l'artiste aussi? Alors déjà, plusieurs choses. Sur un plan pianistique, c'est un répertoire extrêmement exigeant, très difficile, parce que, je le disais, le piano paraissait presque trop petit pour son univers. Donc c'est une musique extrêmement fournie, très orchestrale. Moi, ça me plaît beaucoup, parce que c'est un petit peu cette part de la musique, tout univers et toute époque confondue. Et puis rien n'est rétréci. Absolument, c'est justement quand le piano, comme se disait Hans von Bülow au XIXe siècle, un grand chef d'orchestre ami de Liszt, disait que le piano, c'est pas un instrument, mais 100 instruments, à la fois dans leur variété, mais aussi leur complémentarité. Et de faire sonner un piano comme un orchestre, ça, c'est encore une chose que Beethoven a réellement inventée, et qui s'est développée ensuite avec Liszt, avec Brahms, avec Prokofiev et ensuite Schnittke. C'est cette évolution au cours des décennies et des siècles, de cette évolution de cet instrument qui devient presque orchestre. Et c'est cette plénitude. Donc il y a cette question déjà de se forger quelque part le texte et ensuite justement lui donner sens. Et comme je vous le disais, c'est quelque chose qui m'a parlé immédiatement. Alors l'autre aspect très important, et là je pense que ce sont les origines germaniques qui parlent, c'est l'aspect très architecturé de cette musique. Et là on retrouve encore une fois les origines beethoveniennes et de Mahler. Alors parler d'architecture aux ondes de l'immobilier, je trouve que ça a du sens, logique, ça parlera, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on trouve cette structure vraiment des œuvres. Il reprend d'ailleurs une des grandes œuvres de ce programme, c'est la deuxième sonate. Donc déjà, de reprendre la forme sonate au XXe siècle, ce n'est pas si courant, cette forme extrêmement structurée qui date de l'époque classique. Et c'est vraiment une vraie forme sonate en 3 mouvements. Une forme longue. Voilà, aussi, forme longue et très organisée, avec un plan A, B, A. C'est très structuré, on a une exposition, un développement, une réexposition. Voilà, tout ça est vraiment avec cette tradition, je dirais, ancienne, et cette organisation à la fois sonore, je le disais, mais aussi vraiment du plan de l'œuvre. Et pour la dernière question, je vais rester dans le thème de l'immobilier alors. Si vous deviez conseiller une première porte d'entrée à ceux qui nous écoutent dans cet univers musical, quelqu'un qui n'aurait jamais écouté cette musique, ce serait laquelle ? Alors, je choisirais peut-être les œuvres de jeunesse. Non pas parce que ce sont les premières, mais parce que déjà, elles sont déjà d'une immense maturité. Et aussi parce qu'elles sont vraiment empreintes là, du style presque post-romantique. J'avais, quand j'ai découvert ça, fait écouter ces œuvres à plein d'amis, y compris musiciens, un petit peu à l'aveugle, en disant mais qui, un peu comme un quiz, comme ça, en disant mais qui a pu composer ça ? Alors on m'a répondu Rachmaninoff, Scriabine, Tchaïkovski. Alors, tout le monde a entendu que c'était de la musique russe, mais on la mettait 50 ans plus tôt. Et avec, pour autant, non pas à la manière d'eux, qui est toujours moins bien quand on fait à la manière d'eux. Quand même, quand on dit. Avec une vraie intensité, et je trouve qu'il y a un prélude en particulier que j'ai choisi pour mon teaser parce que je le trouve sublimement beau. Et je dirais que c'est, à mon avis, une très bonne porte d'entrée parce qu'il parle immédiatement. Et on retrouve à la fois tout ce côté incroyablement chaleureux de la musique russe, cette espèce de
complainte, ça a quelque chose de négatif, mais cette espèce de choses à la fois tragiques, mélancoliques peut-être davantage. Cette espèce de regard sur le passé avec une petite once de tristesse, mais une tristesse qui n'est pas négative. Mais en Russie, la tristesse est douce. Absolument, absolument, et pleine de vie. En tout cas, un grand merci pour cet entretien, Nicolas. C'était vraiment intéressant, très enrichissant. C'est un plaisir d'être avec vous. Et puis, je rappelle aussi que ce disque est disponible au label Bis Records, parce que ça, on ne l'a pas dit. Et puis, à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de partager ce podcast sur vos réseaux. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.